Voyons à présent la description de la CIF et la construction à utiliser pour modéliser un patient. Nous avons vu la description de la CIF avec le problème de santé, les fonctions organiques et anatomiques, activité, participation, facteurs environnementaux et facteurs personnels. Si l'on distingue ces différents éléments, on considère qu'il y a un problème de santé, mais qui n'est pas toujours le point de départ, comme on l'a vu pour la CIH où le problème de santé était à l'origine de tout le reste. Là, le point de départ de la situation peut être une personne, par exemple, qui se plaint d'une limitation de flexion dorsale de cheville, d'une difficulté à s'exprimer en public, d'une difficulté à monter des escaliers. Ça veut dire que la personne n'a pas forcément un problème de santé, mais en tout cas ressent un trouble qui peut le gêner dans le suivi de sa vie normale. La partie 1 dans la CIF concerne l'aspect fonctionnement, qui sont les aspects plutôt positifs, et le handicap, qui sont les aspects plutôt négatifs. Nous allons les voir en détail juste après. Et dans la partie 2, il s'agit des facteurs contextuels, avec les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. La CIF, elle est constituée donc de ces deux parties qui reprennent chacune deux composantes. Dans la notion de fonctionnement et de handicap, nous avons d'une part les fonctions organiques qui sont reliées aux structures anatomiques, et d'autre part les notions d'activité et de sa participation. Et dans la partie 2, les facteurs contextuels avec l'environnement et les facteurs personnels. Voyons à présent la partie numéro 1. Le fonctionnement, c'est un terme générique couvrant les fonctions organiques, les structures anatomiques, les activités et la participation. Et le fonctionnement désigne les aspects positifs de l'interaction entre un individu qui aurait un problème de santé et les facteurs contextuels face auxquels il évolue. À l'inverse, le handicap est un terme générique désignant les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de participation et désigne les aspects négatifs de la même interaction entre l'individu et les facteurs contextuels face auxquels il évolue. Le fonctionnement, par rapport aux structures anatomiques, les structures anatomiques, ce sont les parties du corps, comme les organes, les membres et leurs composantes. Les fonctions organiques sont les fonctions physiologiques des systèmes organiques, y compris les fonctions psychologiques. Nous verrons des exemples dans un second temps. Les activités correspondent à l'exécution d'une tâche ou d'une action par une personne, et la participation est le fait de prendre part à une situation de vie réelle. Tous ces éléments concernent le fonctionnement et les aspects positifs. Si l'on remplace le fonctionnement par le terme de handicap, eh bien, pour les structures anatomiques et fonctions organiques, on parle de déficience. Les déficiences sont des problèmes dans la fonction organique ou la structure anatomique qui sont manifestés par un écart ou une perte importante considérée par rapport à une norme. Il faut donc être normalement informé de ces normes, et lorsqu'on parle d'écart ou de perte importante, il peut s'agir d'une diminution, voire parfois d'une augmentation. Exemple, augmentation de la douleur, diminution d'une amplitude, voire augmentation d'une amplitude, etc. Le handicap et la participation sont transformés en limitation d'activité, qui sont les difficultés qu'une personne peut rencontrer pour mener une activité, et des restrictions de participation, qui sont des problèmes qu'une personne peut rencontrer pour participer à une situation de vie réelle. Voyons maintenant en détail les différents éléments qui peuvent être utilisés pour décrire une personne dans le cadre de la CIF. Pour ce qui est des fonctions anatomiques et des structures organiques, elles sont classifiées en 8 catégories qui sont présentes dans le texte officiel de la CIF, qui existe, qui fait plus de 200 pages, dans lequel chacune des catégories est distinguée en sous-catégories, elle-même distinguée en sous-sous-catégories. Nous retrouvons les structures du système nerveux, les structures liées à l'œil, à l'oreille et aux structures annexes, les structures liées à la voix et à la parole, les structures des systèmes cardiovasculaires, immunitaires et respiratoires, les structures liées au système digestif, métabolique et endocrinien, les structures liées à l'appareil génito-urinaire, les structures liées au mouvement et les structures concernées de la peau et les structures associées. Les structures liées au mouvement sont en gras sur la diapositive.
pour montrer que, par exemple, dans le cadre d'un patient présentant un problème musculo-squelettique en kinésithérapie, eh bien, c'est probablement ces structures-là qui seraient le plus étudiées par le professionnel de santé. Les fonctions organiques sont elles-mêmes divisées en 8 catégories, à savoir les fonctions mentales, les fonctions sensorielles et la douleur, les fonctions de la voix et de la parole, les fonctions des systèmes cardiovasculaires, hématopoïétiques, immunitaires et respiratoires, les fonctions des systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens, les fonctions génito-urinaires et reproductives, les fonctions de l'appareil locomoteur et liées au mouvement, et enfin les fonctions de la peau et des structures associées. Les structures sont donc reliées directement aux fonctions et au thérapeute de déterminer est-ce que le patient présente des problèmes de structure et ou de fonction. Concernant les activités et la participation, elles sont reliées entre elles par 9 domaines que sont l'apprentissage et l'application des connaissances, les tâches et exigences générales, la communication, la mobilité, l'entretien personnel, la vie domestique, les relations et interactions avec autrui, les grands domaines de la vie, et enfin la vie communautaire, sociale et civique. Donc ça, c'était pour la partie numéro 1. La distinction entre activité et participation, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, est que la participation correspond à une activité réalisée dans un contexte réel. Exemple, jouer au football, c'est considéré comme une participation. Et si nous avions à distinguer cette participation sous la forme de plusieurs activités, eh bien, pour jouer au football, il faut savoir courir, savoir tenir debout, savoir changer de direction, savoir interagir avec des gens, savoir taper dans un ballon, savoir viser, mais de manière aussi plus large, savoir conduire ou avoir la possibilité de se rendre sur le lieu de l'activité. Donc l'activité, c'est vraiment une notion, on va dire, plutôt analytique, tandis que la participation, c'est un ensemble d'activités au sein d'un contexte, et dans ce contexte, il y aura probablement d'autres individus ou en tout cas des facteurs environnementaux auxquels on fera face. Nous reviendrons plus tard sur des exemples. Voyons à présent les facteurs contextuels en partie numéro 2. Donc, les facteurs contextuels, ils constituent le contexte global de la vie d'un individu. Nous avons vu qu'ils étaient de 2 types. Les facteurs environnementaux, qui constituent l'environnement physique, social et attitudinal dans lequel les gens vivent et mènent leur vie. Et il faut considérer que ces facteurs peuvent être facilitateurs ou obstacles. Voici quelques exemples des facteurs environnementaux. Il peut y avoir les attitudes sociales, les contraintes architecturales, les structures légales et sociales, le climat, le terrain, etc. En termes d'exemples, dans le cadre des facteurs environnementaux, on retrouvera notamment le pays dans lequel la personne vit et les conditions de vie qui sont impliquées par cette situation dans ce pays. Est-ce que la personne réside dans un milieu climatique favorable ou défavorable à sa pathologie? Ou encore, est-ce que la personne est confrontée, par exemple, à de la pollution qui pourrait être majorée par l'environnement à côté de laquelle la personne réside? Donc, tout ça, ce sont des exemples de facteurs environnementaux. Et le deuxième type que nous avons vu également, il s'agit des facteurs personnels qui décrivent les spécificités de l'individu. Voici quelques exemples. Le sexe, l'âge, la condition sociale, le style de vie, l'éducation, les expériences de la vie, les attentes et objectifs de la personne, les caractéristiques psychologiques, ses croyances, ses sensibilités, son comportement vis-à-vis de la santé, de la maladie, etc. Ces facteurs personnels ne sont pas codifiés dans la CIF comme étant facilitateurs ou obstacles, puisqu'il est difficile, du fait du contexte sociétal, de déterminer qu'un homme et ou une femme sont plus privilégiés, même si dans certains pays cela pourrait être le cas. Il est également difficile de dire qu'une personne jeune et ou une personne âgée serait plus en difficulté par rapport à un schéma de santé. Et il en est de même pour la religion, il en est de même pour les croyances, pour la culture, pour l'éducation. Donc ces facteurs personnels peuvent être évalués de manière subjective par le thérapeute, mais ne seront en aucun cas évalués de manière objective dans le contexte de la CIF. Pour ce qui est des facteurs environnementaux, ils sont répartis en 5 catégories.
les produits et systèmes techniques, l'environnement naturel et les changements apportés par l'homme à l'environnement, les soutiens et relations, les attitudes et les services, systèmes et politiques. Les facteurs personnels, quant à eux, ne sont pas classifiés dans la CIF, mais nous avons cependant des exemples à donner, mais en tout cas, ils ne font pas l'objet d'un codage, comme je l'ai précisé précédemment, et du fait de raisons éthiques.